ce qui est merveilleux, c'est tout ce qui se passe autour de nous et à l'intérieur de nous à chaque instant. Quand on regarde, dans un télescope, on est émerveillé. Quand on regarde dans un microscope, on est émerveillé. Quand on regarde autour de nous avec nos 5 sens, c'est fabuleux tout ce qui se passe et plus on observe, plus on tombe devant un fossé et c'est littéralement ça, hein. Plus j'étudie, plus je dis que je ne sais rien. Parce qu'on arrive devant un fossé d'infinité. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne. Je vous rappelle que le magazine Nexus est un magazine d'information libre et indépendante et que sans vous lecteurs, sans vos abonnements, sans vos achats en kiosque ou en ligne, nous ne pourrions vous proposer des contenus vidéo comme nous le faisons très régulièrement. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un naturaliste qui a une approche assez particulière du vivant, le vivant qui en prend un sacré coup actuellement avec notamment tous les incendies en cours dans notre pays. Bienvenue à Vincent Tarlet. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue, à moi-même. Oui, il faut pas s'oublier dans la vie, hein. Oui, bien sûr. Alors toi, par rapport, aux événements qui se passent, toi qui es naturaliste, quand tu Alors vois oui, la nature griller comme ça, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu réagis? alors en tant que naturaliste, donc je suis habillé, hein, j'insiste là-dessus. Naturaliste, c'est pas naturiste. Naturaliste, c'est quelqu'un qui étudie, le vivant et le non-vivant, les roches, le climat, l'astronomie, enfin je touche un petit peu à tout. Alors oui, de premier abord, grosse catastrophe, sur beaucoup de niveaux. Mais avec du recul, avec une notion d'échelle, avec une notion de on en reparlera tout à l'heure, mais le chaos et les catastrophes ne sont pas tout de suite, si négatifs que ça parce que derrière et ça peut engendrer, autre chose. On parlera après. L'émergence d'adaptations, que ce soit au niveau de l'humain ou alors au niveau de la nature, parce qu'on va voir que le feu, pour certaines plantes, eh bien, peut être intéressante parce que la fumée va dégager certaines, molécules qui va former des graines et les graines, en contact de cette molécule, vont tout de suite germer. Enfin, il y a plein de processus, chimiques, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des plantes qui sont adaptées à ça. Il y a des champignons qui ont besoin de cendres pour apparaître. Il y a, beaucoup de processus qu'on a l'impression: «Waouh, le feu, c'est catastrophique». Alors oui, là, dans les régions pour les populations, les maisons qui brûlent, c'est catastrophique, hein. Mmh. Pour, toute la sylviculture, les forestiers. Mais si on prend beaucoup de recul et il faut oser le prendre, eh bien on peut voir des choses aussi positives. Oui, après, il y a peut-être aussi certains investisseurs dans l'immobilier qui vont trouver dans les panneaux solaires notamment, qui peuvent y trouver des intérêts aussi, mais bon, ça c'est d'un autre registre. Mmh. On va pas aborder ce sujet aujourd'hui. Alors, Vincent, pour être tout à fait honnête, on ne se connaissait pas ce matin Ouais, ouais, tout à fait. et c'est grâce à Christophe Tétart que nous avons interviewé, il y a peu au sujet de son moteur, du moteur qu'il a inventé. Eh bien, grâce à lui, il m'a dit: «Ouais, il faut absolument que je te présente quelqu'un, il a plein de choses intéressantes à dire». Donc nous voici, ensemble pour parler donc de ton activité et aussi du livre que tu prépares. Eh bien, tout grand merci à Christophe et oui, belle découverte. J'ai tout arrêté, je me suis dit: «Allez, je peux utiliser ce créneau» et je suis là. Alors donc naturaliste, comme tu le disais, ne pas confondre avec naturiste, OK. Mais, depuis quand tu es naturaliste et finalement, comment tu en es arrivé à le devenir? Oui. Alors, je vais faire simple là, parce que si je déroule le tapis, je vais parler longtemps. Mmh Mais mh. en gros, ce qui est intéressant d'abord, c'est de comprendre que je suis, né dans la nature. Alors, je suis belge, hein, on va l'entendre à mon accent et à certains mots que je vais utiliser. Mais en Belgique, on pourrait croire que c'est le plat pays et qu'il y a pas trop de nature, mais j'ai eu la chance de vivre, toute ma jeunesse, dans la forêt, dans des beaux coins. Et donc, beaucoup de temps passé dans la forêt, le scoutisme, et cette envie de comprendre petit à petit. Alors, j'étais pas forcément, fort à l'école parce que pas forcément de curiosité. Par contre, dans la passion
de comprendre ce qui m'entourait, bah, j'étais très, très curieux et donc très tôt, déjà vers 13 ans, bah, je commençais à étudier les arbres et puis 14-15 ans, un peu plus les fleurs et puis après, petit à petit, des études, bah, pour comprendre tout ça, l'agronomie, l'herboristerie, puis après éducation, communication en environnement. Donc plein de choses qui ont fait que je voulais vraiment, vraiment comprendre ce qui se passe autour de nous et puis j'ai fait plusieurs allers-retours aussi sur, non pas que la matière, parce que la nature avec un grand N, c'est aussi la conscience. La première porte, c'est la conscience. Alors ce sera pas forcément le sujet du jour, mais j'aime beaucoup parler de Ah, ça aussi. tu peux en parler chez Nexus, on adore parler de la conscience. Ah oui. Oui. Et donc on pourra en parler, mais ce que j'aime bien, c'est d'abord, cloisonner un petit peu mon approche. C'est que Mmh. c'est une approche par les 5 sens, d'observation, de ressenti, de toucher, de compréhension. Alors c'est une compréhension restreinte parce que nos 5 sens ne voient pas toute la réalité, mais grâce à cette approche, on peut déjà, déduire beaucoup de choses et tout le long de mon parcours, ce qui parce que j'adore faire, c'est la vision holistique. C'est-à-dire que on prend du recul: «Ah mais non, c'est pas encore assez». On prend du recul: «Ah non, c'est pas encore assez». On prend encore du recul et aujourd'hui, la science aime bien cloisonner, diviser pour mieux comprendre. Alors certes, ça nous a amené vers beaucoup de compréhension au niveau, biochimique, au niveau, cellulaire, au niveau plein de choses. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est relier les choses et Mmh. ne pas oublier que tout est relié. Alors, on a l'impression qu'on est séparés, bah, par nos surfaces, on en parlera, les surfaces, les échanges au niveau des surfaces internes ou externes. Mais en fait, on n'est pas du tout séparés et c'est ça qui est intéressant, c'est de relier la biologie à la physique, de la physique, à l'informatique, parce qu'en fait, l'informatique, c'est pas forcément l'humain qui l'a inventé, ni l'électricité. Vous allez voir que le premier moteur électrique, il a plusieurs millions d'années, hein. C'est pas du tout, Ah oui? Tesla ou autre, ou fait Faraday qui ont inventé ça. Ah, c'est qui? C'est dans les bactéries, il y a des engrenages protéiques et oui, on vous tapez moteur bactérien sur internet, c'est fabuleux, hein. Vous voyez des moteurs fabuleux, qui marchent, aux ions, et ça fait tourner comme une petite queue derrière, la bactérie, la flagelle. Mmh. On Enfin, sent j'ouvre beaucoup de déjà portes. Ouais. je dis, on sent déjà, l'émerveillement dans tes yeux, parce que je crois que c'était une notion que tu avais envie d'aborder, l'émerveillement. Oui, cet émerveillement m'a touché au plus profond et j'étais tellement touché de tout ça que j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un d'extraordinaire qui lui a voué toute sa vie à la ça me touche d'ailleurs quand je repense à lui. Il est toujours vivant, hein, mais il est un peu plus âgé, il est pensionné. Toute sa vie à la protection de la nature et à l'éducation. Et donc j'ai pu avoir la chance de donner cours, pendant, 9 ans et demi, allez on va dire 10 ans, pour, former les gens, à différents niveaux sur la nature, que ce soit des secondaires, des donc les ce que vous on appelle, le baccalauréat, donc sur l'écologie, la botanique, la géologie et cetera. Et puis aussi, des hautes écoles, futurs profs de sciences ou agronomes ou d'autres. Et puis alors, les gens passionnés, donc on formait les guides nature. Voilà, j'avais des petits cours par-ci par-là, Mmh pour mh. émerveiller, toucher et partager, mon amour que j'ai pour le vivant. Et donc l'émerveillement de tout ce qui se passe autour de nous, je le rappelle très, très souvent et j'aime bien, faire le perroquet, c'est qu'on est sur un petit caillou, que je reprends, le terme de Buckminster Fuller. Je suis sûr que je parlerai de lui après, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et lui, il dit qu'on est tous des astronautes sur un vaisseau spatial Terre. Donc la Terre, c'est un petit caillou qui voyage. On peut avoir des théories, mais qui voyage autour du Soleil, et puis le Soleil, autour, du centre de la galaxie et puis la galaxie bouge. Donc on est sur un petit vaisseau spatial et ce qui est merveilleux, c'est tout ce qui se passe autour de nous et à l'intérieur de nous à chaque instant.
Quand on regarde, dans un télescope, on est émerveillé. Quand on regarde dans un microscope, on est émerveillé. Quand on regarde autour de nous avec nos 5 sens, c'est fabuleux tout ce qui se passe et plus on observe, plus on tombe devant un fossé, et c'est littéralement ça, hein. Plus j'étudie, plus je dis que je ne sais rien. Parce qu'on arrive devant un fossé d'infinité et donc ça touche, ça émerveille et directement, enfin, en tout cas, j'espère que j'ai réussi à faire ça. Directement, quand on ouvre cet émerveillement, eh bien, il y a notre cœur qui s'ouvre et il y a l'amour de ce vivant qui nous entoure et le respect et l'envie évidemment de le protéger. Voilà. Mmh. Alors tu as préparé en peu de temps, j'ai vu à quel point tu étais efficace, ce que tu avais envie de partager avec nos auditeurs aujourd'hui. Alors c'est quoi la suite? Moi j'ai envie de savoir. Alors la suite de l'émerveillement, si vous observez par la fenêtre, je ne sais pas où vous êtes, mais on va peut-être regarder un bâtiment, on va peut-être regarder un chien, ou alors si vous avez la chance comme moi, je vis en autonomie dans la forêt et un ruisseau, une forêt ou même, si on voit le ciel, des nuages Mmh. et donc on observe des formes, des couleurs. Et si on rentre dans le processus de la morphogenèse, donc comment se crée la forme, la naissance de la forme. Alors il y a beaucoup de gens qui ont étudié ça, peut-être que vous connaissez Alan Turing, un mathématicien. Lui, il a théorisé, aussi, une partie en mathématiques de la morphogenèse et puis après vous avez d'autres, chercheurs qui ont fait pas mal de choses. Mais quand vous observez le vivant et aussi le monde minéral, il est très architectural, structurel, hein. La matière, elle est structure et ce qui est intéressant, c'est plus on étudie et plus on observe ces structures, plus on se rend compte qu'il y a des patterns qui se répètent. Alors je vais pas rentrer dans l'ésotérique flou, suite de Fibonacci partout et cetera, mais il y a quand même des proportions qui se répètent. Il y a une fractalité, donc des géométries qui vont se répéter plusieurs fois, de l'infiniment grand à l'infiniment petit et il y a comme des réseaux qui se créent. Ces réseaux de géométrie, c'est une mémoire. En fait, la structure, c'est, comme, disait Mozart, je sais plus exactement la traduction, mais la matière, c'est de la musique gelée. La musique gelée, structure. Donc c'est comme un petit peu l'eau quand on la gèle, pouf, ça va faire un hexagone avec, derrière des petites formes. Chaque fois, ça va être un hexagone différent. Pourquoi c'est un hexagone? Alors pourquoi, la pyrite, ça se cristallise en cube? Pourquoi, le silicium, il se structure enfin le quartz, il se structure aussi en hexagone et cetera et cetera. Eh bien, au fond de ces recherches, il y a des propriétés de la matière. Donc ces propriétés de la matière, j'aimerais bien rentrer dans les détails, je vais faire un petit peu, simpliste, mais on va prendre, heu, 2 exercices, enfin 2 expériences, pardon. Une première expérience, c'est dans les années 90. On a, Stéphane Douardi et monsieur Couder, un truc comme ça. En tout cas, Stéphane, j'en suis sûr, dans les années 90. Ils font une expérience pour étudier, les végétaux et les végétaux, ils ont une particularité, c'est que, allez, on va dire 70 de la structure végétale, donc c'est la science qu'on appelle la phyllotaxie, elle est en spirale. Donc un petit peu comme, ma maison ici, hop, on voit une spirale qui apparaît. Et dans les végétaux, on va avoir les feuilles qui viennent comme ça se superposer avec un angle de 137,5 degrés. Et on va avoir ça dans beaucoup, beaucoup de cas des plantes. Donc enfin presque tout le monde voit un tournesol, une pâquerette, en tout cas la famille des plantes, des astéracées où vous avez un bouquet de fleurs central là, un capitule avec plein de petites fleurs et toutes ces petites fleurs, quand on regarde de haut,
on voit que ça forme des spirales. Aussi, si vous prenez les cônes de pain, derrière, vous voyez encore ces spirales. Et donc, Stéphane et son collègue, ils se sont dit: «Mais comment ça se fait que les plantes reproduisent toujours cette forme? Ce n'est pas forcément le soleil qui induit ça, ce n'est pas forcément» donc quand je dis le soleil, c'est le besoin de mettre leurs feuilles à certains espaces pour capter plus de lumière, ou d'autres réflexions comme ça. Et eux, ils ont fait une réflexion sur les ferrofluides. Donc ils se sont dit: «On va prendre un liquide, comme, de l'huile et on va mettre de la poussière d'aimant dedans et puis on va, non, non, on va prendre de l'huile et on va créer, pardon, un champ électromagnétique en dessous de l'huile. Donc on va mettre, un bobinage, on va faire passer du courant et cetera et puis alors on va faire tomber une goutte de ferrofluide, donc ça c'est la poussière, d'aimant et elle va tomber et donc on va faire tomber une goutte, une après l'autre et Mmh. donc on voit une goutte qui tombe, puis une autre goutte qui tombe et une autre goutte qui tombe. Alors ce qui se passe, c'est qu'ils ont remarqué que suivant la vitesse de la goutte qui tombe, vue d'en haut, on va avoir une répartition de ces gouttes comme dans les végétaux, donc avec le même angle de 137,5°. Il fait une proportion dit, phi de Fibonacci et cetera. Donc ils se sont dit: «C'est une propriété de la matière qui fait qu'au sein même des toutes petites cellules, eh bien, elles poussent déjà avec cette formation, spirale» et alors, pourquoi j'ai dit suivant la rapidité? Parce que si on fait pousser lentement ou rapidement, la plante, donc c'est symbolique avec les gouttes qui tombent, donc c'est chaque fois une autre cellule qui arrive, eh bien, on peut avoir une pousse, opposée, comme ça, 2 feuilles l'un à côté de l'autre, ou alors Mmh. 3, ou alors en spirale. Donc ça, c'était une expérience qui a mis en évidence que ce sont les propriétés de la matière, d'une part, qui peut agencer, à une autre échelle, les cellules dans dans les méristèmes, allez, au niveau du bout de la plante. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième Alors, chose, c'est avant oui, avant de passer à la deuxième, en oui. quoi c'est majeur, d'avoir découvert ça? Quel impact ça a, le fait d'avoir découvert ça? Alors évidemment, suivant son observation, il y en a qui vont se dire: «Oh, c'est pas grave, c'est bien». Mais en fait, ce qui est très, très intéressant, c'est que la matière s'organise non pas par hasard. Elle s'organise par des forces, Mmh. et c'est ça qui est important pour la suite du raisonnement, c'est que ces forces, elles vont se cristalliser sous forme de structures par après. Comme dans les minéraux, les cristaux, c'est on va prendre la lave qui fond et à l'intérieur, suivant le l'organisation atomique et cetera, bien ça va se cristalliser en carré, en hexagone ou et cetera. Donc ce sont les forces physiques internes, qui sont les premiers enjeux de la structure de la matière. Enfin, il y a pas que ça, hein, mais il y a aussi l'influence de l'environnement et autres. Mais c'était un enjeu majeur dans la compréhension que c'était pas, le hasard. Et puis, si vous vous êtes déjà amusé, moi j'ai 3 enfants et je m'amuse souvent avec des bulles et dans mes conférences, j'explique souvent, pour partir simple, les forces dites invisibles, on utilise des bulles de savon. Donc on souffle une bulle de savon, c'est très, très fin, hein, c'est plus fin qu'un cheveu, l'épaisseur, de la bulle de savon. Elle n'existe pas vraiment tellement c'est fin. Enfin, je mets des guillemets parce qu'on la voit, hein, Mmh. mais c'est très, 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 très fin et donc la l'équilibre absolu, c'est la sphère et puis après quand on va mettre deux sphères l'une près de l'autre, qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur? Pouf, 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 un petit tétraèdre. Donc un petit triangle avec un triangle surélevé là. Donc naturellement, on va avoir un petit tétraèdre et puis après je rajoute une quatrième bulle, cinquième bulle et puis on va avoir, les premières formes
de base, comme les formes de Platon, etc. Donc le carré va apparaître, l'hexagone, plein de formes, de structures vont apparaître. Donc pourquoi j'explique ça? Parce que la nature aime la simplicité, la facilité et elle s'organise suivant des tensions, suivant des forces. Alors je vais avancer pour ne pas, rentrer dans les détails parce que l'objectif, c'est d'avoir une vision d'ensemble. Oui, complètement. Et ce qui est intéressant dans l'observation de ces formes, un arbre, quand je vous ai dit, c'est la mémoire, c'est la structure qui s'est figée, c'est une mémoire. Si par exemple, on regarde un arbre le long d'un fossé, eh bien peut-être qu'en bas de l'arbre, vous voyez une courbe comme ça. C'est même quasiment sûr. C'est parce que la terre, elle bouge un petit peu et l'arbre, il s'adapte et il se redresse. Donc en fait, en observant cet arbre, on peut avoir la mémoire du mouvement de la terre qui bouge. Je prends d'autres exemples. Le vent, eh bien l'arbre va s'adapter. Si par exemple il est au milieu d'une clairière, il y a beaucoup de vent, eh bien on va voir qu'il va avoir une forme particulière parce qu'il va s'adapter au vent. Donc il va avoir une mémoire structurelle du vent qui souffle souvent dans un sens. C'est des petits exemples, hein, il y en a des centaines, mais c'est pour comprendre que c'est le flux qui va créer la structure et que cette structure que l'on voit avec nos 5 sens, en fait, en amont, il y a beaucoup d'informations. Alors je prends d'autres exemples. La nature, elle est faite de flux, comme j'ai dit, de déplacement de choses, par exemple, d'un cours d'eau. L'eau se déplace ou des courants d'air. Eh bien, ces flux existent en amont grâce à quoi? Au gradient. Au gradient, c'est des variations. Par exemple, des variations de hauteur. C'est pour ça que l'eau, hop, elle descend, la gravité. On peut avoir des variations de pression, comme j'ai dit, donc on a des courants d'air, hein, des zones chaudes, des zones froides, et puis il y a des mouvements d'air. Ou chez vous, si vous ouvrez les fenêtres, un changement de pression, paf, il y a une porte qui se ferme. Donc il va y avoir des variations. Il peut aussi y avoir des variations de potentiel électrique, des ions, de l'électrochimie, enfin il y a plein de potentiels différents. Donc ces potentiels, leur objectif, c'est de chercher un équilibre. Mais cet équilibre, il n'existe pas vraiment parce que c'est dynamique. Je fais ça, mais ça fait ça, je fais ça, je fais ça, et tout bouge. Donc c'est une loi de la nature, c'est cette impermanence totale, c'est que tout est en mouvement. Tout est en mouvement grâce à quoi? À ces différents gradients, ces différents euh, potentiels différents. Enfin, je sais pas si je me fais comprendre, je me répète, mais on va prendre Mmh. une goutte d'eau, il pleut, elle va s'unir et elle va descendre et elle va créer un petit ruisseau. Ce ruisseau va creuser dans la roche par l'érosion et on va avoir la formation d'un petit vallon dans la vallée, hein. L'eau va creuser et va emporter ces galets ou ces sédiments dans un fleuve, puis le fleuve au fond de la mer et les roches qui étaient là maintenant sont au fond de la mer. Et donc en fait, c'est l'eau, le flux d'eau qui va créer la structure de la vallée. C'est aussi le flux du sang qui va favoriser nos vaisseaux sanguins. Si on fait beaucoup de sport et je bouge tout le temps ce muscle-là, on va avoir des grosses veines pour apporter plus de sang. Donc la structure vénale et artérielle vont se concentrer parce qu'il y a un flux ici. Donc c'est la variation de, de, de variants qui ont créé des flux. Allez, des flux, il y en a plein. Ces flux créent des réseaux et puis ça fait des structures. Ça va? Je simplifie, je vais un peu vite, Mmh, mais mmh mh. si c'est pas clair, tu le dis, hein. Mmh. Et donc tous ces réseaux forment des structures. OK? Donc ça, c'est la première chose. Après, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que il y a, des réseaux, des structures au niveau, cellulaire, au niveau des organes, au niveau des organismes, au niveau des paysages, au niveau de plein de choses.
Et on a Benoît Mandelbrot, qui est un mathématicien assez connu, qui a découvert les mathématiques des fractales, donc c'est une nouvelle branche des mathématiques. Et il a dit, nous ne regardons pas comme il faut la nature, on ne la voit que à partir d'Euclide, des lignes droites, des angles, etc. Mais il faut la voir sous plein de petites choses qui se répètent. Et donc là, il y a une nouvelle branche qui s'est ouverte, super intéressant. C'est grâce à ces découvertes-là que le graphisme a explosé. Je sais pas moi, par exemple, un dessinateur pour un film, il utilise la fractalité, il fait des montagnes très, très, très réalistes en quelques lignes mathématiques. Ou alors, je crois que c'est Star Wars, un des premiers Star Wars qui avait utilisé ces maths-là pour faire la lave quand le volcan explose. On voit la lave, il y a une grosse goutte, puis plein de petites gouttes et ça, c'est l'aspect fractal. Donc on l'utilise partout, hein, maintenant, dans les télécoms, dans les antennes, dans le dessin, dans la science. On s'en rend pas bien compte, mais on l'utilise partout, ces nouvelles, branches des mathématiques et donc ces compréhensions nous amènent de plus en plus à oser prendre du recul. Il y a quelque chose comme une cohérence géométrique qui vient à une source de modification chaque fois de potentiel. Et moi, j'ai envie avec vous de vous emmener aujourd'hui dans le potentiel électrique. Alors, c'est hyper intéressant, les potentiels électriques. C'est grâce à ça qu'on se parle, c'est grâce à ça que tu me vois. Nous, on a surfé sur cette vague-là. On a découvert plein de choses, l'électricité et tout ce qui en découle. Mais le vivant utilise ça depuis très, très, très longtemps et je crois que oui, je l'ai dit tout à l'heure, les fameuses bactéries là qui ont créé les moteurs. Donc là, ce Mmh. serait peut-être intéressant vraiment de montrer. On a sur la bactérie, la zone où on a l'accroche avec la flagelle et bien là, on a des engrenages, donc ce sont tout plein de protéines, mais quand on a un ion qui passe, ça fait bouger et ça fait, bouger la flagelle et la bactérie bouge. On peut aussi utiliser, ces différences de potentiel, non pas que pour un mouvement, on peut aussi l'avoir pour un stockage d'énergie, mais aussi on peut l'avoir pour l'information. Cette information, si par exemple je me pince, je me touche ou j'observe quelque chose, j'entends quelque chose, notre, organisme va transformer ça en signal électrique et puis il va le diffuser, via les nerfs et cetera, les ondes calcites. Enfin, je rentre pas dans les détails, mais ce qui est intéressant, c'est que tout est traduit en électricité. Enfin, je fais simple, hein Mmh. et quand on observe le vivant, c'est pas que, les neurones qui ont cette propriété-là, parce qu'au début, on s'est dit: «Oh, il y a que dans les animaux, système nerveux, les neurones, les neurotransmetteurs, les ondes calciques». Donc ce sont les potentiels, au niveau des neurotransmetteurs, existent que chez les animaux et puis il y a eu plusieurs grands chercheurs, ils se sont rendus compte, non, il y a pas que chez les animaux qu'il y a ces fameuses, potentiels électriques. Donc moi, je vais utiliser le terme bioélectricité. C'est un terme, qui englobe beaucoup de choses. Mais c'est pas grave, pour le discours, je vais l'utiliser comme ça et Mmh. cette bioélectricité peut être utilisée dans le vivant pour, de l'énergie, pour un mouvement ou alors la communication. Alors, on va prendre plusieurs exemples. Hem, Qu'est-ce qu'on va prendre? On a parlé des plantes, je vais parler des plantes. C'est ce que j'ai le plus étudié, je vous avoue, mais il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire d'autres. Mais chez les plantes, donc moi je fais de l'électrophysiologie végétale. On met des petites électrodes sur une plante et on voit, la variation du voltage, si vous voulez, et la résistance aussi que la plante peut avoir. Donc je mets des électrodes, je mets à la terre et puis, je force le courant là à aller dans mon petit appareil
Mmh. et alors je mets sur mon ordinateur et j'ai un graphique et j'ai la variation, pardon, de la tension et de la résistance et donc Oui, bah, on avait ouais, interviewé, Jean Toby, tu dois peut-être le connaître? oui, oui, bah, je connais Sur pas la personnellement, mais bien Oui, sûr, sur la musique des lui plantes et donc avec son petit appareil, il les branche et donc je me souviens pas très bien parce que moi je suis pas une scientifique à la base, mais donc la plante, grâce à un système, l'électricité envoyée par la plante se transforme en mélodie. On se rend compte que ça peut être très harmonieux et que ça peut être curatif, notamment sur les animaux, sur les autres plantes et sur les humains. Il a pris l'exemple de la fougère, donc qui a plus de 450 millions d'années, il m'expliquait. Donc c'est une vieille, vieille plante générique qui a des vertus incroyables. Non mais c'est un truc de dingue. ouais, Je c'est fabuleux. Alors moi, j'ai pas étudié, tout ça, dans la musique, botanique et cetera comme lui, mais enfin, j'ai lu son livre, j'ai lu mmh, plusieurs choses, mais c'est tellement vaste, que, je ne me perds pas toujours dans le comment je vais appeler ça? Dans le labyrinthe de la connaissance, mais oui, c'est fabuleux. Alors lui, il transcode ses signaux mmh, en en notes de note. musique Mmh. et puis il fait lire une partition, ou alors enfin oui, mais c'est vrai que c'est fabuleux, hein. Donc Mais pardon, je t'ai alors interrompu, ouais, non, mais pas du tout, c'est intéressant de le souligner parce que ça fait des ponts et on peut toujours aller plus loin dans plein de domaines que je souligne. Parce que, par exemple, pour faire d'autres liens avec peut-être d'autres infos que tu as eues, c'est que la musique, elle structure la matière aussi, comme par exemple les formes de Chladni ou la cymatique. Tu mets du sable sur un haut-parleur et suivant les ondes, tu vois des formes différentes. Enfin, il y a mmh. énormément de choses, hein, sur tout ça. Mais là, j'effleure, l'épiderme de la connaissance de tout ça, mais c'est très, très intéressant et donc la variation de potentiel. Donc on va toucher une plante et il va y avoir des récepteurs. Les récepteurs glutamate, donc c'est chez nous, le glutamate, c'est un acide aminé, mais c'est considéré comme un neurotransmetteur. Voilà, je cherchais le mot. Le neurotransmetteur, et bah, chez la plante, il y a pas de neurones, il n'y a pas de cerveau, mais Mmh. il y a quand même le glutamate et le glutamate va être, aussi, une molécule qui va être important pour, l'échange de l'information. Alors dans les années, 2016-2019, on a plusieurs belles expériences. Monsieur Toyota et je crois que je l'avais noté quelque part, j'oublie toujours son nom, toutoum, je ne sais plus où je l'ai mis. C'est pas grave. Enfin, nous avons, des personnes qui ont étudié ça, donc ils mettent, une caméra particulière et on met en évidence, le mouvement de l'onde et le mouvement de ces molécules. On pourra peut-être mettre sur le côté, si vous tapez, plante glutamate, expérience, donc quand on touche la plante, on voit, la fluorescence qui commence à envahir toute la plante. Donc ça met en évidence que la plante va recevoir l'information Mmh. par des ondes calciques, non pas par, des nerfs, mais par d'autres vaisseaux. Je rentre pas dans les détails, mais c'est super intéressant de comprendre que il va y avoir l'information, je me fais toucher par un insecte et toute la plante va être informée de ça et puis derrière, il y a, des récepteurs et puis on va avoir la synthèse de certaines substances, pour, se protéger ou autre. Donc là, on met vraiment en évidence par une approche bioélectrique qu'il y a aussi une information qui passe. Alors il peut y avoir d'autres informations bioélectriques. Là, ça c'est moi, ça m'a perturbé pendant plusieurs jours, hein. C'est Michael Levin, donc c'est un Américain, c'est assez récent, hein, tous ces travaux, c'est très peu connu en Europe, je trouve, en tout cas pas assez connu et donc lui, il étudie aussi la morphogenèse, donc cette fameuse science qui étudie la structuration, de la matière et du vivant surtout et il a mis en évidence, l'intelligence collective, enfin soit, on parlera de ça après. Excusez-moi, je vais un peu trop loin directement. Et alors, nous avons, Michael Levin qui a fait, un travail extraordinaire sur la morphogenèse, comme je viens de le dire et lui, il a travaillé sur,
des planaires, il a travaillé aussi sur, des grenouilles. Alors si vous n'avez jamais entendu ça, il faut être assis, c'est que sans changer, l'ADN, de l'œuf d'une grenouille, eh bien, il sait, forcer le développement d'un œil, par exemple, sur le ventre d'une grenouille. Alors comment il fait ça? Il modifie, bah, la bioélectricité sur des zones et en fait, il se Mmh. rend compte qu'avant d'avoir la structure de du de la grenouille, du fœtus ou n'importe quoi, eh bien, nous avons une architecture, bioélectrique. Donc une géométrie qui se place par des forces. Donc c'est pas les gènes qui vont donner la forme globale. Donc il y a les gènes, il y a le mécanisme de plein de choses, mais il y a aussi cette information bioélectrique. Et donc lui, il a fait des tests, assez intéressants pour modifier ça et donc il sait faire apparaître des yeux sur le ventre d'une grenouille et il met en évidence que c'est, heu, le champ. Enfin, j'utilise des grands termes, mais c'est pour Mmh. simplifier, mais, on va dire l'information, il va, perturber l'information qui circule, pour en modifiant, la bioélectricité et alors il y a d'autres choses qui apparaissent. Donc Alors ça, attends, tu veux dire c'est que fabuleux. la grenouille, elle est déjà adulte et elle se transforme, Non, ou c'est c'est dans avant l'œuf, sa au niveau naissance? de la croissance, voilà. Dans l'œuf. Tu imagines là ce que tu dis? Ça veut dire que si on faisait ça sur les humains, Ah bah, ça met en comment dire? évidence beaucoup de choses, hein, par rapport, On aux ondes électromagnétiques, aux champs pulsés, aux plaques à induction pour les femmes enceintes, enfin, il y a plein de choses. Mais, Parce que ça peut oui. avoir un impact, sur la naissance de l'enfant et sur la forme de l'enfant alors? Sur ses déformations, éventuelles? Alors moi, je vais pas aller trop, trop loin sur tout ça, Oui. mais évidemment, on peut vite se projeter, dans cette compréhension. Mais moi, je marche sur des œufs, donc je me protège, je vais pas affirmer ça, mais on peut évidemment faire, une réflexion hâtive qu'évidemment, ça va influencer sur, le fœtus d'une maman si elle est soumise à des champs électromagnétiques intenses et répétés, quoi. Il Ouais. faudrait faire des études là-dessus, s'il y en a pas déjà d'ailleurs, il y en a peut-être en cours? Il y en a en cours et il y a des choses, enfin voilà, c'est pas des fois, c'est un peu difficile des nouvelles choses, donc moi je prends du recul, sur ce que je vais dire, Mmh. mais oui, évidemment. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une information structurelle invisible, bioélectrique, en amont de la structure, de l'organisation cellulaire et des tissus. Mmh. Donc ça a mis en évidence énormément de choses. Toute l'équipe, de Michael maintenant, ils font des recherches même sur l'IA pour essayer de créer des structures, différentes et cetera. Enfin vous chercherez sur Mmh. internet, c'est fabuleux tous ces travaux et donc là, je vais faire une petite pause, une petite synthèse déjà. Donc vous observez le vivant. Le vivant, c'est une structure. Ces structures, elle est en mouvement. Mais en fait, elle existe parce qu'elle a, figé des mouvements et de l'information qu'il y avait avant, comme l'expérience de l'eau qui coule, qui crée le vallon, ou plein d'informations que j'ai données par rapport à le flux qui va changer la structure, les réseaux et cetera. Après, nous avons ces structures qui vont être dans, la biologie. Je passe énormément d'étapes, hein, mais dans Mmh. la structuration des protéines, des cellules, des organismes, et cetera. Et puis aussi au niveau des écosystèmes. On peut avoir, suivant le sous-sol, le sol, le climat, eh bien les espèces qui y vivent vont être adaptées à tous ces changements et donc vont avoir des formes aussi qui sont, adaptées à ce milieu. Et qui vont être interdépendantes à tous ces changements de ce lieu. Donc, il va y avoir de la mémoire structurelle. Alors là, on va prendre des exemples très basiques. Un oiseau qui mange des graines, il a un gros bec, qui casse, qui est fait pour casser des graines.
un oiseau qui mange des insectes, bah, il a un fin bec, il est fait pour manger des insectes. Mmh. Donc la matière, la structure, heu et la mémoire des échanges sur, des milliers et des milliers de hop là, d'interactions dans l'environnement. Donc maintenant qu'on a ce recul, forme, structure, information, bioélectricité, on peut aussi voir qu'il y a des informations entre espèces différentes, aussi avec la bioélectricité. Par exemple, vous avez une étude qui a été faite avec un bourdon. Donc le bourdon, dans un laboratoire, on lui a fait des fausses fleurs. Mmh. Des fleurs avec du nectar, de l'eau du nectar, et des fleurs avec, donc là, c'est plus de l'électricité, c'est l'électrostatique, hein, mais donc quand on frotte notre main sur un ballon, ou alors, nos cheveux, bah, nos cheveux, ils vont, gonfler. Il y a Mmh. aussi un écosystème électrostatique. Eh bien, les bourdons, quand ils volent, bah, ils arrachent les électrons et donc ils vont se charger positivement. Tandis que la plante qui est, ancrée à la terre, eh bien, elle va être un peu plus négative. Eh bien, en fait, l'évolution a fait que, là, on a mis en évidence grâce à cette expérience, que les antennes des bourdons et aussi les poils qu'ils ont et cetera, eh bien, ils vont sentir la polarité des fleurs. Et cette polarité va être différente suivant si il y a du nectar ou si elle est pollinisée. Donc si la fleur est pollinisée, on n'a plus de production de pollen, donc plus besoin de pollinisateurs, eh bien, elle n'est plus, chargée, négativement. Donc le bourdon ne va pas tout près d'elle, mais juste avec les sensations électrostatiques. Et donc en laboratoire, ils se sont amusés à faire des fausses fleurs comme ça et ils se sont rendus compte que chaque fois les bourdons, ils allaient sur les fausses fleurs où vous aviez un champ, négatif alors qu'il y avait pas d'eau sucrée, pas de nectar. Donc ça Mmh. mettait bien en évidence qu'il y a d'abord une analyse de l'insecte au niveau électrostatique. Mais on peut aller loin dans les champignons, dans les informations qui passent et puis après l'information électrique ou électrostatique, il va y avoir cette information qui va être physiologique, donc il va y avoir synthétisation, oui, fabrication de certaines substances, donc des odeurs. Ou... Allez, une autre petite anecdote comique que j'aime bien dire aussi, c'est une étude qui a été faite sur le pommier. Donc il y a une petite chenille qui va manger le pommier, la phalène, et donc ce qu'on remarque, c'est à un moment donné, quand il y a beaucoup de chenilles, paf, il y a un oiseau qui vient manger les chenilles, la mésange, la mésange charbonnière. Et donc en laboratoire, ils ont isolé ce enfin l'odeur que les arbres émettaient quand ils se font manger par, la petite chenille. Et donc ils ont fait des pots avec des chenilles, des pots sans chenilles, des pots avec des odeurs et cetera. Ils ont lâché les oiseaux et les oiseaux vont directement dans les pots où il y a l'odeur. Donc en fait, c'est une expérience qui met en évidence que 2 espèces évoluent dans un même environnement. Il va y avoir de l'information qui vont s'échanger. Donc il y a coévolution, adaptation ensemble et donc les ennemis de mes ennemis sont mes amis. J'ai un insecte qui me mange, oh là, ça commence à me déranger, pouf, on dégage une odeur et on va attirer le prédateur de la chenille. La chenille va manger, Le l'oiseau va manger la chenille. la chenille. Ouais. Tout est relié, tout est intriqué. Je sais que là, j'ouvre des tiroirs, que ça peut paraître un peu brouillon, mais si on suit le fil rouge jusqu'à la fin, on va voir que tout est très cohérent où je veux arriver. Donc la logique, elle est que il y a, des informations qui va dans tous les sens grâce à ces variations de potentiel électriques et autres. Il y a cette information qui va, influencer la matière, le vivant. Mmh. Et alors ce que j'aimerais bien, faire comprendre, c'est l'émergence. Alors c'est un mot très, très, très intéressant là dans mon futur livre. L'émergence,
c'est un pilier de la compréhension. C'est-à-dire que, bon, 1 plus 1 vaut 3, si tu veux. Ou si tu mélanges de l'eau, si tu mélanges de l'oxygène et de l'hydrogène dans certaines proportions, ça fait de l'eau. Nouvelle propriété. Ou alors, tous les organes de mon corps, séparément, ça ne fait pas un être humain, mais ensemble, hop, ça fait un être humain et des comportements sociaux peuvent émerger, alors que la biologie, séparée ne montre pas ces comportements sociaux. Donc il y a émergence de propriétés suivant le niveau d'échelle d'observation. Donc suivant le niveau cellulaire, au niveau, heu, des organismes, au niveau des sociétés, au niveau des écosystèmes et cetera. Il y a à chaque fois l'émergence de comportements qui apparaît. Alors par exemple, on va avoir, les bancs de poissons, on va avoir, les abeilles, on va avoir les fourmis, on va avoir une intelligence collective qui émerge. Et c'est très, très intéressant d'observer cette émergence, cette propriété collective qui peut apparaître et de faire plein de ponts avec, nos sociétés. Et le pont de nos sociétés, c'est qu'il y a toujours, comme c'est comme une sinusoïde comme ça. C'est-à-dire qu'on va vers un extrême et puis vers un autre dans les comportements, dans certains pays, dans certaines cultures, ou avec l'information qui va très, très vite et cetera aujourd'hui. Eh bien, il y a des changements très brusques. Donc sur une échelle de temps, tout ce qui se passe au niveau de l'humanité est très, très intense. Ça va très, très vite. Une Mmh. société, émerge et une autre disparaît. Alors je mets pas de moralité sur ce qui apparaît, hein, la technologie et cetera. Je prends juste du recul, je vois qu'il y a pas mal de choses qui vont émerger, qui émergent déjà. Donc quand on a eu l'apparition de l'électricité, puis quand on a eu, heu l'informatique et puis qu'on a eu internet et puis qu'on a eu maintenant ce que j'appelle des réseaux cognitifs, donc l'intelligence artificielle, qui n'est pas forcément une intelligence vivante de mon point de vue. Bah, j'ai peut-être tort, je ne vais pas dire pourquoi Mmh. aujourd'hui. Vous lirez le livre parce que j'ai tout un chapitre sur ça. Mais l'intelligence artificielle va être vraiment, une surface cognitive intéressante parce qu'il va pouvoir emmagasiner énormément de données que juste un organisme, notre cerveau qui est déjà extraordinaire, ne peut emmagasiner et structurer très rapidement comme ils le font pour le moment. Donc nos sociétés passent, c'est mon point de vue, hein, je dis pas du tout que j'ai raison, mais c'est comme si on était en grande transformation. Et donc ce qu'on pourrait voir comme chaotique, même au niveau planétaire, si on prend l'observation planétaire, un être vivant comme la théorie Gaïa, qui est de plus en plus mis en avant aujourd'hui comme un être, un organisme, à part entière qui est la Terre ou un écosystème. C'est comme si chaque niveau de cohérence, d'organisation fait émerger une intelligence qui n'est pas du tout, qui n'est pas du tout placée quelque part. Elle apparaît dans l'ensemble. C'est ça le mot émergence. Elle émerge, cette intelligence, dans un écosystème ou dans une société ou dans une civilisation. Et ce que moi je fais ici, c'est d'essayer d'amener cette intelligence dans la matière. Donc je vis en une certaine autonomie, mais très, très en interdépendance avec le vivant. Par exemple, la structure de la maison, elle est étudiée aussi, hein. Je vis dans Oui, un zoom ou dans un dôme. voilà, parce que je voulais rappeler, tu vis dans Voilà, un zoom. Là, ce qu'on voit derrière, c'est une oui, forme tout à fait. particulière, hein. C'est une Mmh. forme particulière et donc elle est étudiée et elle est mise dans la matière parce que, ben, ça j'essaie de reproduire ce que le vivant fabrique et on fait des dômes, on fait des structures. Donc je travaille avec, un collaborateur français qui s'appelle, Pierre Bellet et on met au point, des structures de reconnexion. Donc là, on a un produit, donc c'est des zones touristiques où les gens viennent en week-end, donc c'est dans un zone 10 faces, c'est souvent en couple et puis ils viennent, 1 ou 2 nuits
se reconnecter à la nature, se reconnecter à leur couple, à eux-mêmes. Et puis alors, il y a un dôme où il y a un petit sauna et donc on ramène les gens, au présent, aux éléments, et cetera. Donc ça, c'est une petite parenthèse, lesgéobâtisseurs.com. Alors oui, c'est une parenthèse, mais en même temps, j'avais une question qui rejoint un petit peu, tout ce que tu viens de dire. J'ai l'impression donc que ce qui nous entoure, quoi, les géométries même, qu'on voit au microscope ou autres, ont une influence sur nous, hein, les Ah bien formes. sûr. Donc là, ce que tu es en train de dire, c'est que la géométrie, qu'elle soit au niveau, minuscule ou au niveau macro ou, vraiment nous influence directement, influence notre énergie, notre comportement, nos réactions. C'est un peu ça? Est-ce que j'ai bien compris entre C'est les plus que lignes? ça, oui, oui. La géométrie, les couleurs. Je vais pas parler des rayonnements des couleurs, mais la géométrie. Il y a une science qui s'appelle la neuroarchitecture ou la biophilie, enfin, c'est une autre branche. Donc ça met vraiment en évidence que notre cerveau ne fonctionne pas de la même manière en forêt ou dans le métro parisien ou dans une pièce carrée rouge ou dans un zoom en bois. Donc ça, notre Mmh. physiologie ne réagit pas de la même manière. Donc oui, ça c'est très, très bien, mis en évidence et le Mmh. processus, c'est se reconnecter au vivant par la structure, puis après par les éléments, donc l'autonomie en eau, en chaleur, en électricité parce que maintenant, on utilise ça dans notre Mmh. société, la nourriture, essayer de produire localement ou être en interdépendance avec d'autres producteurs locaux, et cetera. Donc c'est remettre le vivant dans la logique et ce Mmh. qui est intéressant, c'est que si on remet le vivant au cœur du sujet, au cœur du débat, politique ou citoyen, eh bien directement, l'organisation, les flux, les réseaux d'information, d'énergie, de nourriture vont se restructurer différemment. Et donc la mondialisation va être modifiée et il va y avoir l'émergence d'une autre société. Et moi, personnellement, je la vois très, très Mmh. positivement, qui apparaît partout. Mais pour que cette émergence de nouveaux paradigmes même, donc des nouveaux paradigmes scientifiques, culturels, et technologiques, eh bien, il va falloir oser changer. Et je vous ai dit au début, c'est la première loi, l'impermanence, tout change. L'humain aime bien la stabilité et la structure, ça fait partie de la vie, mais il faut oser se dire: «OK, le château de cartes, il s'effondre, qu'est-ce qu'on reconstruit?» Et cette reconstruction, elle peut paraître, invisible, mais moi je suis au quotidien partout avec des gens partout dans le monde. Elle est très, très présente et vous imaginez, enfin si vous êtes, bien placé, mais il y a des nouvelles choses qui émergent partout, partout. C'est très, très intéressant. Mais par contre l'ancien, se déstructure, donc ça peut paraître chaotique et ça va obliger, donc ça va influencer une certaine population à s'adapter. Et cette adaptation, si on ne l'aide pas, ou il tombe dans, ce qu'on appelle, l'extinction, ou alors dans une apparition d'adaptation de nouvelles sociétés, quoi. Mmh. Est-ce que tu voulais terminer là-dessus ou est-ce que tu n'avais pas fini, ce que tu voulais dire, Non, Vincent? voilà, si tu as des questions, moi, mon discours, c'est toujours le même, recentrer au vivant, revenir le présent. Alors, je suis très mental dans tout ce que j'explique, mais il y a aussi tout un processus, de présence, d'observation, de méditation que Mmh. j'adore parler, de conscience. Là, tout ce que je viens de dire, c'est très, cognitif, matière et structurel. Il faut passer par là. Mmh mh. Bon, quand j'explique ça, il faut plusieurs dizaines d'heures pour avoir, la synthèse globale. Là, j'ai fait un exercice, en 50 minutes, qui n'est Mmh. pas toujours facile, la synthèse. Des fois, je sais que je pourrais dire des erreurs, mais je simplifie pour qu'on comprend, mais c'est pas grave. Mmh. Mais je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire, ouais. Très bien. Alors, pour finir, j'aimerais quand même que tu reparles, parce que j'ai lu sur ton site qu'il y avait 2 livres en cours. Est-ce que brièvement tu pourrais nous dire les 2 livres qui sont en cours? Quand est-ce qu'ils vont sortir? Et les sujets que tu traites, dedans de manière résumée? Pour, voilà, parce que quand tu les sortiras, on fera certainement un autre entretien, pourquoi pas? C'est bien gentil, oui.
Alors, il y a même 3 livres en cours, mais il y en a 2 qui vont sortir, le mois prochain, donc en septembre. Donc le premier, c'est, ce que je pourrais appeler, mon œuvre, c'est-à-dire j'ai mis, toute ma vision dans un livre. Donc ça s'appelle «Lire le vivant». Donc c'est pour apprendre à changer le regard, non pas pour, rajouter une brique à de nouvelles connaissances, mais prendre du recul et voir que tout est lié et que nous, on fait partie de cette science. Donc comme la vie est en nous, les solutions sont en nous et il faut laisser émerger ces solutions naturellement dans la présence, dans cette, Mmh. canal de la vie, ou on appelle ça comme on veut. Donc ça, c'est mon gros tome, livre Le Vivant. Le 2e livre, c'est un livre qui parle plus avec, l'émotion et des histoires sur le vivant, le rapport qu'on a au monde. C'est quelque chose de plus, enfin, c'est une histoire, c'est beaucoup moins, scientifique et rigoureux que lire, Le Vivant. Et puis le dernier livre, ça c'est en coécriture avec Pierre Bellet, c'est Habiter le monde autrement. Et donc là, on va parler de géométrie sacrée, enfin dite sacrée, de structure, l'habitat, l'autonomie et vivre, différemment, quoi. Et ça, c'est ce qu'on fait avec l'entreprise Géobâtisseur. Donc on propose aux gens de vivre dans des structures différentes, quoi. Eh bien, merci Vincent, hein, pour cet entretien. Peut-être qu'on se retrouvera, ultérieurement pour parler, bon, soit de la sortie de tes livres, soit, de la dimension conscience à tout ça. Et en attendant, ben, je te souhaite un bel été, sur ton lieu qui a l'air magnifique, hein, qui a l'air, régénérant, restructurant. Si j'étais plus Ouais. proche, je viendrais bien faire un petit tour, je t'avoue. Ah Mais bah, tu bon, es la bienvenue, hein, et on a un petit gîte, on accueille les gens et tu peux venir dormir sans problème. on va voir ça, on va voir ça. Merci, chers auditeurs de Nexus, d'avoir suivi cet entretien. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter pour être tenu informé de tous les contenus vidéo que nous sortons, des articles, des événements que nous organisons. Merci et à très bientôt.